Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce regard sur les guérisseurs. Après le documentaire, place au débat avec nos invités. On va discuter de cette pratique qui questionne évidemment qui sont les guérisseurs. Que guérissent-ils au juste? Quelles sont leurs méthodes? À quels besoins répondent-ils aujourd'hui dans notre société? Je vous présente nos invités. Il y a Olivier Schmitz qui est avec nous, anthropologue de la santé. Bonsoir. Lucé Louvain, vous avez pénétré le quotidien de pas mal de guérisseurs en Wallonie, c'était l'objet de votre thèse de doctorat et vous êtes notamment l'auteur de Soigner par l'invisible, enquête sur les guérisseurs d'aujourd'hui. Frédéric Forget est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes oncologue, vous dirigez le service d'oncologie du centre hospitalier de l'Ardenne à Libramont. Eliane Grandjean est avec nous. Bonsoir. Vous êtes coupeuse de feu, c'est ainsi que vous vous présentez et c'est pour ça que pas mal de gens font appel à vous aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment vous avez découvert ce don, ce que vous présentez comme tel en tout cas. Sylvain Periola est également avec nous, magnétiseur énergéticien à Namur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également coupeur de feu, une activité pour laquelle vous ne vous faites rémunérer aucun des deux. C'est un service que vous rendez à ceux qui font appel à vous. Vous avez été ingénieur pendant quelques années également, ce qui peut sembler particulier d'ailleurs. Les ingénieurs, c'est souvent des cartésiens. Donc vous allez nous expliquer aussi ce passage, comment vous êtes devenu magnétiseur énergéticien. Je me tourne d'abord vers vous, Olivier Schmitz, pour peut-être une définition de ce qu'est un guérisseur. Comment est-ce que vous avez défini ce terme après avoir rencontré toute une série de gens qui se présentent tantôt comme guérisseurs, tantôt comme rebouteux, tantôt comme barreurs de feu ou coupeurs de feu? La définition qui me semble la plus appropriée, c'est celle qu'un autre ethnologue a proposée, qui est celle des hommes du don. Parce qu'en fait, je pense que ce qui définit le guérisseur, c'est son don, qui est un don qui est généralement qui est lié à un héritage, mais qui est surtout reconnu par la collectivité, par la communauté. Un guérisseur n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame, en fait, c'est quelqu'un dont les pouvoirs sont reconnus par la communauté. Donc je pense que c'est vraiment le cœur de l'action du guérisseur, c'est son don. Vous en aviez autour de vous? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces guérisseurs? Le phénomène est assez interpellant. Je voulais comprendre en fait ce que faisaient ces gens qui avaient apparemment des pouvoirs, médicaux assez extraordinaires. Au départ, en fait, je voulais plutôt travailler sur la sorcellerie, mais comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sorciers, des envoûteuses, finalement, j'ai rencontré beaucoup de guérisseurs. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé... Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Où qu'on soit à la campagne, en ville, aujourd'hui, oui. En Belgique, il y en a des dizaines et des dizaines. Oui, en fait, je voulais surtout montrer qu'il n'était pas nécessaire d'aller en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud pour rencontrer des guérisseurs. En fait, il y en a partout, dans tous les villages. Moi, au cours de mon travail de terrain, je n'ai pas traversé un village sans qu'il y ait une personne qui me dise mais il y a peut-être un tel que tu peux aller voir. À ce point-là. Ouais. Je pense qu'il y a au moins un guérisseur par village. Et donc ce n'est pas non plus une pratique d'un autre âge, si je vous entends. Non, c'est justement une image que j'ai cherché à briser justement dans mon ouvrage, c'est que ces guérisseurs, c'est vrai qu'on les qualifie parfois de traditionnels, mais ce qu'ils font s'adapte très fort avec la modernité. D'ailleurs, on le voit très bien dans le discours qu'ils utilisent. Tous les guérisseurs parlent d'énergie, d'ondes, de vibrations, et donc ils ont un discours qui s'est fortement adapté à la modernité. Et je dirais que leur clientèle aussi s'est adaptée. Donc je ne pense pas qu'un jour les guérisseurs vont disparaître, non. Je ne pense pas que c'est une pratique d'un autre âge. C'est je dirais, essentiellement les folkloristes qui ont donné un petit peu cette image de guérisseur. Mais non, ce sont des personnes qui ont tout à fait leur place dans le système thérapeutique de nos sociétés. Et vous disiez, il n'y a pas une société en fait où on ne trouve pas de guérisseurs. C'est finalement quelque chose de quasi universel. Oui, on pourrait presque parler d'invariant anthropologique, pour utiliser une expression très anthropologique. Je ne connais pas je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais lu d'ouvrage sur une société dans laquelle il n'y avait pas des guérisseurs. Alors maintenant, leur place qu'ils jouent et ce qu'ils font diffèrent beaucoup, mais il y a dans toute société des personnes qui ont le don, je dirais, qui peuvent faire là où les autres ne peuvent pas. C'est-à-dire que le guérisseur, c'est celui qu'on va voir lorsqu'il n'y a personne d'autre qu'on peut aller voir. Quand Monsieur Forget, par exemple, ne sait pas agir dans le cadre des traitements qu'il procure pour le cancer, est-ce que vous avez régulièrement des contacts avec des guérisseurs, Docteur Forget, ou est-ce que c'est des gens dont vous connaissez l'existence, vous savez que certains de vos patients vont les voir? Quel est le rapport que vous avez en tant que médecin
conventionnelle avec ces guérisseurs? Nous n'avons pas de contact directement avec les guérisseurs. Mais attention, tout de même une chose fort importante, ça je pense qu'ils vont le confirmer, donc ça n'est nullement une substitution à la médecine. Donc ça n'est pas du tout quand on n'a plus rien à faire, on va aller voir le guérisseur. C'est en même temps, on va aller voir les deux. Et donc des enquêtes ont très clairement démontré que les gens qui vont voir le guérisseur, ce ne sont certainement pas par rejet de la médecine traditionnelle. C'est quelque chose en plus, quoi. Alors, quand on m'a gentiment proposé de venir ici, je me dis, je vais commencer par faire ma petite enquête. Et donc, je me dis, tiens, moi, combien de personnes m'ont parlé ? En gros, allez, je vais dire 5 à 10% des patients m'en ont parlé, quoi. Et vous ont dit, moi, en plus de mon traitement chez vous, je vais de temps en temps. Vous y croyez pas, mais voilà. Et puis, j'ai été voir un collègue bien plus cartésien que moi, et ça, il a commencé à rigoler, etc. Non, il n'y a absolument personne. Et tout. Puis, j'ai été voir les infirmières de radiothérapie. Et je me demande, tiens, d'après vous, quel est le pourcentage ? Et là, je suis arrivé à des chiffres de 80% à peu près. Ce qui, je pense, est la réalité. 8 patients sur 10 tout à fait. Qui donc, ont un traitement de radiothérapie. En radiothérapie, donc on provoque très souvent des brûlures. Et donc, c'est très, très fréquent, en fait, qu'en plus des antalgiques, d'antidouleurs que nous donnons, etc., ils vont aussi consulter un barreur de feu. N'est-ce pas ? Je vous dirais. Mais ils ne vous demandent pas à l'hôpital un numéro de téléphone ou un contact. Ça, parce qu'il y a une légende qui circule, qu'il y a des carnets qui circulent dans les tout à fait, oui. Donc en fait, c'est vrai que les mœurs évoluent très fortement. Et donc il y a une quinzaine d'années, un reportage de RTBF était déjà arrivé chez nous et donc avait interrogé une pauvre infirmière qui s'en rappelle très très bien d'ailleurs des urgences en fait, qui dit si moi j'ai un carnet, etc. Et donc cette dame a été mise au pilori de l'hôpital, mais vraiment au pilori, appelée chez le directeur, blâme, etc. Aujourd'hui, de manière très fréquente, en fait, on dit tiens, voilà, vous pourriez peut-être aussi téléphoner à un tel, etc. Mais de toute façon, il faut reconnaître qu'en Ardennes, le bouche-oreille fonctionne très bien et la majorité des gens connaissent déjà un guérisseur. Et donc ça veut dire que ça se sait, mais que ça reste quand même encore un petit peu tabou, puisqu'il n'y a pas de collaboration, comme on l'a vu dans le documentaire, de certains hôpitaux qui collaboreraient directement, en fait, avec des guérisseurs. Ça dépend par rapport à quel type de guérisseur, d'énergiseur, etc. Donc clairement, par rapport aux barreurs de feu, non, on ne peut pas le dire, quoi. Il n'y a pas vraiment de liste officielle, on n'en voit pas vraiment comme ça, mais on sait très bien que ça se fait et tout. Mais par exemple, dans mon service, j'ai mon bureau et juste à côté, en fait, j'ai une salle bien-être et là, j'ai entre autres, et ça, on peut sûrement en reparler, des gens qui viennent faire du reiki, la réflexologie plantaire, etc. Et ça rentre de plus en plus dans les mœurs, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, mais qui n'est pas encore du tout ce qu'on entend par barreur de feu. Ça, c'est vraiment encore une étape plus loin, quoi. Donc, la médecine intégrative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on propose donc aux gens qui suivent un traitement totalement conventionnel de l'aide parce que on se dirige vers une médecine qu'on appelle holistique, à nouveau dans les beaux termes. Holistique, ça veut dire qu'on prend en compte l'entièreté de la personne. Ok, son cancer, et là on a fait beaucoup de progrès, mais le problème c'est qu'à force de faire peut-être un peu trop de progrès, à se diriger un peu trop vers le cancer ou la maladie, on a un peu oublié le malade, quoi. Et donc on se dit là, on a peut-être fait un peu marche arrière et on doit peut-être aussi trouver autre chose. Et donc il y a cette médecine plus holistique où on prend la personne en elle-même, quoi, et on leur dit voilà, vous pouvez aussi faire tel et tel soin, etc. Et ce qu'on remarque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les sociétés savantes, c'est-à-dire les gens qui nous donnent des conseils, disent intégrer cela parce que par exemple une femme qui a un cancer du sein et qui suit toutes sortes de traitements, d'acupuncture, de reiki, etc., va mieux suivre son traitement, va avoir les doses au bon moment, etc. Il y aura moins de report et donc plus de guérison. Et donc aujourd'hui, et une meilleure réponse au traitement éventuellement aussi. Oui, puisque l'adhérence sera meilleure au traitement. Et si l'adhérence est meilleure, la réponse est meilleure. Oui, certainement. Mais c'est très timide. Encore juste un petit truc, quelques petites dates. Donc en fait, on a dû attendre 2017 pour que le Journal of Clinical Oncology dise « Ok, dans le cancer du sein, vous pouvez commencer à intégrer tous ces trucs-là. » Et il a fallu attendre 2022 pour que l'on dise « Ok, c'est vrai, maintenant, pour le cancer en général, il est intéressant de faire aussi appel à ces autres techniques. » Ouais. Il y a des résistances, évidemment, par rapport à ce qui est conventionnel, à ce qui est non scientifique, et les guérisseurs entrent, évidemment, dans ce champ. Hélène Grandjean, est-ce que vous vous définissez comme guérisseuse, vous ? Je ne vais pas guérir la maladie, mais je contribue parce que la personne souffre moins, puisque les brûlures, par exemple, elle le ressent moins. Donc, durant ce temps, elle pense moins
à sa maladie, peut-être. Je pense qu'on contribue. Donc vous êtes une apaiseuse plutôt qu'une guérisseuse, d'une certaine manière. On ne guérit pas la maladie, mais je pense qu'on contribue fortement à la guérison. Pour qu'on comprenne bien, dans votre cas, comment ça s'est passé en fait ? Vous aviez déjà dans la famille des coupeuses de feu, des coupeurs de feu ? Oui, mais de génération en génération. Donc moi, c'est ma maman qui m'a donné le don, disons, le secret. Et vous lui avez demandé ? Vous aviez envie d'avoir ce don ? J'ai un ami, donc j'habitais Bruxelles, et j'ai un ami qui était malade, qui avait un cancer, et j'avais téléphoné à ma maman pour qu'elle intervienne, et elle m'a dit, essaye, puisque tu es sur place, essaye. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et essaye quoi, en fait ? Parce que c'est une prière, mais que je modifie suivant les demandes. Une prière catholique, ça veut dire qu'il faut être croyant catholique, mais pour avoir ce don ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis croyante, mais pas très pratiquante. Pas spécialement pratiquante. Enfin, je suis pas. Ouais. Mais oui, je suis croyante. C'est une prière. Normalement, après avoir donné le soin, on doit dire la personne, si elle est croyante, peut le dire elle-même, si pater et si ave. Moi, je vais vous dire que j'ai tellement d'appels sur la journée que je l'ai dit une fois pour tout le monde le soir, quand j'ai fini de regarder mon émission TV, etc. Donc, je ne l'ai dit jamais entièrement, parce que je m'endors avant, et ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant, il y a des personnes que je connais, quand c'est de bouche à oreille, que je les connais, si je sais que c'est une petite mamie qui va à la messe et qui est croyante, elle dit elle-même, c'est si pater et c'est si ave. Ouais. Sinon, je n'en parle même pas, parce que j'ai plein de personnes que je les connais pas déjà, donc je sais pas s'ils sont croyants ou pas croyants. Et comment les gens arrivent en fait chez vous ? C'est le bouche à oreille. Moi, c'était le bouche à oreille, mais maintenant je suis dans un livre. Non, pas de ma région, non. Pas nécessairement. Je suis dans un livre maintenant où j'ai énormément d'appels du fait qu'on a donné mes coordonnées. Ouais. Et on vous appelle parfois de très loin. Je viens d'avoir une fille donc qui était aux États-Unis, qui fait un an d'études là-bas, qui était brûlée vraiment. Elle était sur le bateau avec les personnes chez qui elle est là-bas. Ouais. Donc elle ne s'est pas rendue compte. Brûlée par le soleil. Brûlée par le soleil, et ça a fonctionné. Et quand vous dites ça a fonctionné, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas ? Peu de temps après, non plus mal. Donc les coups de soleil et les brûlures importantes qu'elle avait n'ont pas disparu, mais elle n'avait plus mal, plus de sensation de brûlure. Maintenant, quand c'est des brûlures, je fais le nécessaire durant 9 jours, parce que la brûlure grandit durant 9 jours. Donc automatiquement, je le fais pour la personne durant 9 jours. Et pour expliquer au docteur Forget, quand ça concerne les chimios, les rayons, etc., je demande toujours que ça ne diminue pas l'effet des soins médicaux, parce que si ça brûle, c'est peut-être que ça doit aussi brûler pour la guérison. Donc je précise toujours ça. Je demande toujours que ça ne diminue pas l'effet de... Donc dans votre cas, il y a eu une forme de transmission familiale. Oui. Est-ce que ça a été aussi votre cas, Sylvain Perriola. Il y avait dans la famille des gens qui soignaient, qui utilisaient les énergies, qui étaient barreurs de feu, parce que vous venez de France, et en France on parle de barreurs de feu. Est-ce que c'était aussi quelque chose dans la tradition qui était la vôtre ? Alors ça s'est passé d'une manière un peu différente. Dans mon cas, j'ai beaucoup médité à un moment de ma vie, médité avec une méditation active sur l'énergie, et ça a produit certains phénomènes. J'étais le premier surpris, les mains qui vraiment s'allumaient au niveau énergie, le cœur énergétique, et j'ai constaté qu'en imposant les mains, tout simplement, il se passait une amélioration, un soulagement, certains phénomènes thérapeutiques. Alors j'étais le premier, vraiment le premier surpris, et c'est que par la suite que j'ai appris que j'avais en effet certains ancêtres qui avaient pratiqué, mais je n'ai pas eu de transmission directe. Dans mon cas, ça s'est vraiment révélé. Ensuite, je me suis documenté, j'ai lu des études, j'ai rencontré d'autres magnétiseurs. Je me suis formé aussi, et je me suis entraîné pendant des heures et des heures aussi pour obtenir des résultats. Ce qui me semble très important, ce sont en effet les résultats. Quel bien-être, quel soulagement, qu'est-ce qu'on peut donner à la personne qui va lui faire du bien.
tout simplement. Alors vous parlez d'effet thérapeutique. Je viens d'entendre ce mot qui va peut-être être contesté de l'autre côté de la table. Mais quand vous dites d'effet thérapeutique, qu'est-ce que vous constatez concrètement, je sais pas, chez les patients qui sont peut-être venus vous voir aujourd'hui? Alors, ce que je peux constater, c'est en fait trois niveaux. Il y a 3 niveaux selon les personnes. Je vais peut-être d'abord donner ma définition du magnétisme. Pour moi, le magnétisme, c'est vraiment une transmission. D'abord, une transmission d'énergie, transmission d'énergie en grande quantité par les mains et qui est encodée d'une intention. Voilà, on va sûrement reparler du pouvoir de l'intention, une intention d'amour. Vraiment, et qui provoque chez la personne, qui suscite, qui facilite en fait des mécanismes d'auto-guérison. Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est thérapeutique. Je ne suis pas guérisseur, je suis énergéticien, ma spécialité c'est l'énergie, mais je constate que ça provoque certains phénomènes. Le contact que vous créez avec la personne en face de vous mobilise ou permet à cette personne de mobiliser certaines ressources qui font qu'elle va mieux. C'est voilà. Vous le définissez ? Exactement. Donc ce que j'ai constaté pour répondre à votre question, généralement déjà pour les personnes qui viennent me voir, il y a un soulagement. Voilà. On est beaucoup plus détendu, parce qu'il y a différents niveaux en effet de problèmes. Il peut y avoir des problèmes directement physiques, mais il y a des problèmes qui sont émotionnels, des problèmes qui sont plus au niveau psychologique, et tout ça est imbriqué. Et donc, il y a une détente, ça c'est le premier niveau. Il y a d'autres personnes qui, assez rapidement, voient une amélioration. Ça n'a pas disparu, on est bien d'accord, mais certains, en tout cas, symptômes ou effets indésirables ont diminué. Et dans certains cas, mais ça reste certains cas, il y a en effet, mais là on va mettre des guillemets, il y a une guérison, une rémission peut-être de ce qui se passait, qui se produit. Mais on ne peut pas du tout généraliser, et à l'avance, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que... Pas de promesse. C'est ça, pas de promesse. Tout ce que je sais, et là je vous rejoins tout à fait, donc c'est que le magnétisme donc, est complémentaire de la médecine. On agit là en complément, et dans le même but, vraiment dans un but de médecine intégrative, où on prend le meilleur, bien sûr, de la médecine conventionnelle et le meilleur des autres médecines. Comment est-ce que vous entendez ce qui est dit là, Olivier Schmitz, parce que c'est vrai, quand on parle d'effet thérapeutique, comment est-ce que vous qualifiez en fait la capacité, le pouvoir, la compétence en fait du guérisseur? Oui, je parle beaucoup de pouvoir thérapeutique dans mon ouvrage et dans mes articles sur les guérisseurs, parce qu'il y a en effet une thérapie qui se met en place, dans le sens où il y a un soulagement. Moi, je pense que le guérisseur est quelqu'un qui est particulièrement doué pour soulager les personnes ou pour en fait déplacer la crise. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent voir les guérisseurs sont des personnes qui sont en situation de crise. Ils ont très mal, ils souffrent de quelque chose dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et en général, sur la longueur, ils sont très mal, voilà. Ouais. Donc ils sont vraiment en situation de crise. Alors il y a quelque chose qui se passe lorsque les patients viennent voir le guérisseur, probablement en raison, qui est lié probablement aux pratiques très symboliques et très suggestives des guérisseurs. En général, les personnes sortent en meilleur état de chez le guérisseur ou de chez la guérisseuse que par rapport à l'état dans lequel ils y sont. Donc ça, vous avez pu constater, oui, maintes et maintes fois. Consultent et qui se sentent effectivement beaucoup mieux. Est-ce que vous avez vu aussi des guérisons, puisque c'est aussi là le cœur du sujet? Je dirais c'est tout le problème des guérisseurs, parce qu'en fait on les appelle guérisseurs. Moi, à ma connaissance, ils ne guérissent pas au sens biomédical du terme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire disparaître une maladie chez une personne. Ils ne vont pas guérir un cancer. Ils ne vont pas faire disparaître une brûlure, puisqu'on parlait de... Ils vont apaiser la douleur et ils vont faire en sorte, me disent ceux qui le font et ceux qui viennent les voir, que les traces de la brûlure disparaissent de manière quasiment miraculeuse. Mais bon, la brûlure, la peau est quand même rouge, donc il y a quand même des traces de la brûlure, mais la brûlure, c'est pas une maladie. Donc les guérisseurs sont particulièrement efficaces pour intervenir sur des maux, c'est-à-dire des douleurs, des lombalgies, des verrues, des hémorragies, des maux dentaires, etc., c'est-à-dire sur la souffrance. Moi, je pense que les guérisseurs sont des hommes des hommes et des femmes qui sont très doués pour déplacer le problème, pour apaiser la personne et pour soulager
de la souffrance. Donc, en créant un lien particulier, comme vient de l'expliquer Sylvain Perriola, en créant, parce qu'après on peut parler d'énergie ou on peut définir ça comme on veut, mais une connexion particulière qui se fait. Alors ça, c'est le langage des guérisseurs. C'est ce que les guérisseurs disent. Donc tous les guérisseurs parlent d'énergie, d'ondes, etc. Ce que moi, comme anthropologue, j'ai pu observer en étudiant leur discours, c'est qu'ils utilisaient des mots, essentiellement des mots, parce que les guérisseurs, finalement, ne font que soigner par les mots. Enfin, eux vont le dire par la pensée, etc. Et moi, tout ce que j'ai pu observer, la pensée, on ne peut pas l'observer. Moi, tout ce que j'ai pu observer, c'est l'utilisation d'un certain discours et de certains mots. Alors, tous les guérisseurs utilisent des pratiques qui, je pense, sont suggestives et symboliques. La plupart des guérisseurs, peu importe ce qu'ils font, vont généralement, retirer le mal. Ils vont dire qu'ils vont extraire le mal et le transmettre à un arbre ou l'envoyer dans le néant. Donc, ils vont plutôt dire que les problèmes de la personne sont liés à un conflit de voisinage, des choses comme ça. Donc, ils vont vraiment déplacer la crise. Et donc, du coup, probablement que cette action très suggestive, et qui est d'ailleurs assez proche de ce que font les hypnothérapeutes, il y a beaucoup d'études qui expliquent ce que font en fait les hypnothérapeutes, je pense à des effets bénéfiques, mais sur la douleur, sur la souffrance. Donc oui, les gens, il y a un effet thérapeutique, parce qu'il y a un effet, donc qui dit thérapie, dit changement chez le patient. Donc il y a un changement que l'on peut constater assez facilement en allant observer ce qui se passe dans le cabinet d'un guérisseur. Docteur Forget, vous l'avez déjà évoqué, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe quand on va en dehors d'un cabinet médical consulter quelqu'un qui a du temps, qui a une autre approche, un autre regard sur ce qu'on est en train de vivre. C'est aussi ce qu'on a vu dans le documentaire. Il y a ce moment privilégié, en fait, qui n'est pas toujours possible, en fait, dans la sphère médicale. Vous enchaînez sans doute les rendez-vous, et même si j'imagine vous essayez de prendre un maximum de temps avec vos patients, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va mettre ses mains 1 heure au-dessus de votre corps. Est-ce que vous avez une explication qui est de cet ordre-là? C'est aussi le temps, l'attention, la manière dont les choses se passent à ce moment-là qui peuvent avoir un effet intéressant médicalement? Donc je vais parler évidemment en tant que médecin, et je perçois chez vous, ma foi, des grands talents de guérisseuse. Et je pense même que vous avez déjà exercé. Si vous vous rappelez, quand vos enfants étaient petits, il y en a un qui est tombé, le genou était complètement écorché. Il avait très mal, tout à fait mal, quoi. Vous l'avez pris, vous l'avez cajolé, et la douleur a disparu, réellement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un bisou magique. Presque. Et donc en fait, médicalement parlant, dans son cerveau, largage d'adrénaline, de catécholamine le stress, la tension monte, etc. On ressent fort la peine. Puis vous êtes arrivé avec une attitude tout à fait bienveillante pour le rassurer, pour l'aimer, etc. Là, au niveau de son cerveau, on a vu d'autres hormones apparaître, la dopamine. On a vu aussi des endorphines, en fait, c'est-à-dire de la morphine, en fait, dont les concentrations ont augmenté. Tout ça est tout à fait prouvé, documenté et tout. Et donc, ces endorphines, entre autres, ont été bloquées, tous les récepteurs morphiniques. Et donc, réellement, il n'a plus mal, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est purement médical, quoi. Et ça, vous l'avez fait, c'est juste, non? C'est juste. Je confirme. Je confirme. Mais en même temps, vous dites ça, mais c'est très difficile de prouver scientifiquement l'effet on va y arriver. Les guérisseurs. Parce que là, dans les années 1970, oui, c'est ça. Mais donc l'histoire de la catécholamine et tout. Donc dans les années 1970, en fait, depuis, on sait déjà que l'effet placebo, puisque finalement c'est un effet placebo, en fait, est directement dépendant des endorphines. Et comment est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris une 50aine de personnes, en fait, les chercheurs, qui souffrent de douleurs chroniques. À la moitié d'entre eux, on leur a donné un placebo. Et à l'autre, on leur a donné la naloxone. La naloxone, moi je me rappelle très bien quand j'étais étudiant encore, ou assistant, un patient en overdose, sous plein de morphine, dans le coma, je lui injecte la naloxone, à peine l'injection finie, le type se réveille. La naloxone bloque complètement tous les morphiniques dérivés, etc., quoi. Et donc on revient à nos 50 patients, la moitié de ces 50 patients ont des douleurs et ont un placebo, et l'autre moitié ont des douleurs et de la naloxone. Et puis on leur dit, on a un nouveau médicament révolutionnaire qui soulage super bien les douleurs, qui n'a pas trop d'effets secondaires, etc. On vous le propose de l'essayer, et vous allez noter dans un carnet jusqu'où ça va vous soulager et tout. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les gens sous naloxone ne sont pas ou très peu soulagés, et les autres sont fortement soulagés. Et donc CQFD, ce qui s'est passé dans le cerveau des patients, sous la parole, etc., ça va aller mieux, etc., leur cerveau a produit des endorphines qui a réellement, en fait, soulagé leur douleur, quoi. Voilà. C'est un exemple plein d'autres. Je peux vous donner des dizaines
dizaines d'expériments. Sylvain Perriola, quand on vous dit que vous êtes un placebo, comment est-ce que vous réagissez en fait c'est une explication à laquelle vous adhérez ou vous dites je fais plus que ça? Bien sûr, en base, on constate que dans toutes les thérapies, toutes les approches thérapeutiques, il y a un effet placebo, le fameux effet blouse blanche, où il y a une amélioration, mais parce qu'en effet, il y a réellement des phénomènes biophysiques qui sont déclenchés. Ce que je constate, c'est que dans un certain nombre de cas, et il y a quelques études américaines qui commencent à le démontrer, il y a un effet qui va au-delà de l'effet placebo. Quand il y a des biomarqueurs qui réagissent, par exemple, sur des peaux, sur des extraits de peau, par exemple, où on peut pas... Voilà, où on peut pas influencer en fait l'extrait de peau et on voit que la cicatrisation se fait plus vite. On voit qu'il se passe autre chose. Il y a une autre dimension. Alors nous on la qualifie d'énergie. L'agence gouvernementale américaine NIH, National Institutes of Health, en 1992 a déjà publié un rapport et eux ont fait l'hypothèse qu'il y avait en effet, ils ont appelé ça un biochamp qui entoure en fait le corps humain et que ce biochamp qui n'est pas encore détecté, qui n'est pas encore caractérisé, aurait quand même certains effets, y compris jusqu'au niveau physique. Mais c'est un biochamp qui est plus subtil, qui est plus énergétique. Alors on emploie le mot énergie, on le retrouve, vous avez tout à fait raison, dans toutes les traditions. On appelait ça le prana, le mana, le chi, etc. Toutes les traditions avaient un terme des pour désigner ça. Bien, systématiquement. Voilà. Vous entendez parler de biochamp, ça vous évoque quoi, Olivier Schmitt? Oh, ça me rappelle ce travail de terrain au pays des guérisseurs, où en effet, biochamp était un terme. Mais en même temps, les guérisseurs aiment bien en fait parler des travaux qui légitiment ce qu'ils font. Et ils utilisent ce vocabulaire. Donc, voilà, les guérisseurs utilisent tout un vocabulaire scientifique qui, quelque part, permet de donner de la légitimité à ce qu'ils disent à leurs patients aussi, parce que c'est le genre d'études qu'ils vont aussi mentionner auprès de leurs patients, parce qu'ils vont essayer d'expliquer, puisque beaucoup de guérisseurs ne peuvent pas expliquer comment ça marche, je dirais, comment leur action thérapeutique se passe. Oui, puisqu'il y a des guérisseurs qui comprennent pas très bien. Il y en a qui ont reçu, oui, tout à fait. comme Madame Grandjean, où ça a été transmis, où il y a une prière. Il y en a en fait qui sont guérisseurs presque. Ça leur est tombé dessus. Ils l'ont même pas demandé, ils l'ont pas choisi. On leur a transmis un secret, parce que la personne qui leur a transmis avait vu en elle quelqu'un de bon. En fait, ce qui est un point commun aussi de tous les guérisseurs. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les guérisseuses, c'est que ce sont des personnes qui sont fondamentalement bonnes, en fait. Des personnes très empathiques. Oui, très bonnes, je dirais, au sens quasiment... je dirais charitable du terme, en fait. Ce sont des personnes qui souffrent avec la personne souffrante qui vient chez elle. Moi, ça m'avait marqué à l'époque. Et surtout que la plupart exercent en fait sans rémunération, puisque ça fait partie aussi de la définition. Oui. Donc on prend du temps. Il y a un autre point très important aussi, c'est que souvent les guérisseurs sont des personnes qui sont elles-mêmes passées par des épisodes de santé très pénibles. Elles sont elles-mêmes passées par une expérience qui les a très fort marquées et dont elles sont ressorties, entre guillemets, plus fortes, avec de nouveaux pouvoirs. Et souvent, elles ont commencé à exercer leurs dons après un épisode. En fait, c'est un petit peu comme si elles pouvaient comprendre le mal qui afflige les personnes qui viennent les voir. Et donc, mieux le prendre en charge. En fait. Hélène Grandjean, quelles sont les situations qui vous restent en tête le plus, qui continuent de vraiment vous questionner? Est-ce qu'il y a des cas où vous-même, vous avez été un petit peu dépassé par ce qui se passait? Oui, ça arrive régulièrement, parce que vous vous demandez comment vous arrivez à soulager quelqu'un quand il est très brûlé ou... Il y a beaucoup de choses qui vous êtes dépassent. Parfois allé à l'hôpital, des grands brûlés, par exemple, Anne de Roverbeek. Et là, expliquez-nous comment ça s'est passé. Là, on l'avait demandé, donc les parents de l'enfant pour lequel j'y suis allée il y a déjà quelques années, la dernière fois. Ce sont les parents qui ont demandé si je voulais bien me déplacer, mais c'était vraiment très très brûlé. C'est un jeune garçon qui était tombé dans un grand feu et, enfin bref, c'était grave. Donc je me suis déplacée. Je préfère. Si je vois la personne, je préfère, mais si je la vois pas, je la vois pas. Ça fonctionne aussi. Mais si c'est très grave, je préfère le faire directement sur la brûlure. Et c'est là que ça questionne, parce que c'est vrai que l'action à distance, parce que quand on parle de placebo, on peut comprendre, on va consulter quelqu'un, il nous parle, il nous dit qu'il a un don, il met ses mains sur soi, on se dit ok, il extrait le mal, mais quand c'est des très jeunes enfants, quand c'est des animaux, quand c'est
à distance. Des plantes. C'est vrai qu'il y a de nouvelles questions qui surgissent. Je ne sais pas qui veut répondre à ça, docteur Forget. Et moi, je suis très cartésien. Et donc, Et donc, dans ces cas-là, vous expliquez ça comment, alors, si ce n'est par l'effet placebo? Mais donc, il y a toujours des histoires de chasse, hein, donc, où on n'a pas vraiment l'explication, quoi. Je reviens toujours à mes petites études. Hein. Donc, en fait, il y a des gens donc, qui se sont amusés à pouler ce qu'on appelle les bras placebo dans les traitements du cancer. Je m'explique. Donc, vous avez un patient qui est en phase finale. À ce moment-là, vous leur dites, la médecine n'a plus rien à vous proposer, mais on peut éventuellement vous essayer ce nouveau médicament. Ou ce sera versus placebo. Peut-être que vous n'aurez rien. Et en fait, on a regardé justement, on a pris toutes ces études, on a extrait le bras placebo, et c'est très variable, enfin c'est variable, on a entre 2 et 6% de réponse. Ça veut dire des gens qui ont un cancer avec des métastases partout, en phase souvent terminale, on leur passe un scanner avant, on peut leur passer un scanner après, et simplement sous placebo, en fait, il y a une diminution en fait de la tumeur. C'est rare, il est vrai, hein, dans 2 à 5% des cas, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Est-ce que, de fait, il y a eu un bouleversement mental qui a fait que le système immunitaire a un petit peu repris du dessus et que, grâce à ça, je dirais, nos globules blancs sont arrivés à mieux combattre les tumeurs résiduelles ou quoi? On n'a pas vraiment l'explication, mais ça, c'est un fait objectif. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, Sylvain Periola, dans cette activité que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui répond aussi d'une certaine manière à l'ère du temps, qui a un besoin aujourd'hui de la société d'aller vers autre chose quand on n'a pas de réponse à ces questions? Oui, alors ça se développe. Hein. On a vu en Suisse, il y a des annuaires. En France, il y a aussi un syndicat des magnétiseurs, par exemple, dont je fais partie. Je vois qu'il y a une certaine demande, il y a une certaine ouverture aussi, hein, vers d'autres types, on va dire, d'approches, hein, d'autres types d'approches thérapeutiques, et dans le sens justement de prendre la personne de manière globale. Tout simplement, avec toutes ces dimensions, hein, vraiment cette approche de médecine intégrative. On n'est pas juste un corps avec un problème, mais on est bien une personne avec une histoire, avec ses difficultés, avec ses problèmes, etc. Vous l'avez dit tous les deux, vous avez une éthique, évidemment. Vous n'êtes jamais là pour remplacer des traitements traditionnels, mais est-ce que vous constatez, peut-être dans votre entourage ou dans les personnes que vous avez fréquentées, que c'est malgré tout un risque? Parce que c'est vrai qu'on se dit que là, on entre dans un autre champ. Si c'est quelqu'un qui permet à un patient qui souffre d'aller chercher ses capacités d'auto-guérison, c'est très bien. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne se soigne plus parce qu'il va vous voir, là, ça pose quand même d'autres questions. Oui, bien sûr. Donc, une des premières questions que je demande aux personnes que je vois, c'est quel traitement vous avez fait jusqu'à présent? Qui vous avez vu? Qu'est-ce que ça a donné? Etc. Bien sûr, une personne qui viendrait voir juste un magnétiseur, dans certains cas, je le renvoie tout simplement vers son médecin traitant ou vers un spécialiste. Et des charlatans, vous en voyez beaucoup? Vous en rencontrez? Alors, pour moi, les charlatans sont ceux qui prétendent un peu tout et n'importe quoi. Guérir certaines maladies incurables, non, on peut pas le prétendre. Guérir certains cancers systématiquement, non, on peut pas le prétendre. Il y a des rémissions, il y a des cas particuliers, bien sûr, mais on peut pas prétendre le faire à 100%, bien sûr. Hélène Grandjean, est-ce que vous constatez parfois une certaine hostilité parce que les gens qui ont des pouvoirs ou à qui on prête des pouvoirs, on en a parfois aussi un petit peu peur, même si en l'occurrence c'est souvent pour faire du bien, mais est-ce que vous avez parfois des réactions étranges? Non, mais la première question que je pose également, c'est avant-hier j'ai eu un monsieur qui était brûlé à la tête, etc. Je lui ai demandé s'il était allé à l'hôpital. C'est la première chose, parce qu'ils ne doivent pas s'imaginer qu'on remplace... il faut désinfecter, on aide, mais ça ne remplace pas les soins médicaux. Je posais la question à Sylvain Periola de savoir s'il y avait une forte demande aujourd'hui. Vous avez l'impression, Olivier Schmitz, que ça répond quand même aujourd'hui à un besoin, je ne sais pas si c'est un besoin grandissant, mais en tout cas c'est un besoin où on n'a pas nécessairement de réponse par ailleurs, si ce n'est chez un guérisseur. C'est ce qui fait la force des guérisseurs. C'est que moi je dirais que le guérisseur, c'est une invention culturelle. C'est les sociétés qui ont inventé les guérisseurs pour, pallier à leurs limites thérapeutiques. Le guérisseur, on va le voir parce que
on a des douleurs lancinantes qui n'en finissent pas, etc. Donc je pense que vu l'augmentation du nombre de personnes avec des pathologies chroniques, des lombalgies, en général, qui dit maladie chronique dit souffrance. Donc je pense que c'est vraiment l'une des grandes transformations épidémiologiques de nos sociétés, c'est l'augmentation liée au vieillissement de la population, c'est l'augmentation des personnes souffrant de pathologies chroniques. Donc je pense que oui, les guérisseurs ont une place, ont une fonction par rapport à cette demande-là. Alors comment est-ce que le phénomène évolue ? Je constate qu'il y a un intérêt médiatique grandissant pour les guérisseurs. À l'époque où moi j'ai fait mon enquête, donc il y a 20 ans, il y avait très peu d'émissions qui parlaient des guérisseurs. On ne trouvait des entretiens de guérisseurs que dans des petits magazines, je dirais, privés. Donc on parlait très peu des guérisseurs. Aujourd'hui, on a des annuaires de guérisseurs. Donc il y a des gens qui publient des annuaires de guérisseurs, surtout en Suisse, mais en France aussi. Mais ce que je constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, il existe des formations pour devenir guérisseur. Alors qu'en principe, le guérisseur, il s'auto-forme, comme vous l'avez très bien expliqué. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui va, prendre conscience de son don et qui va le travailler ou pas. Mais à ma connaissance, il y a 20 ans, c'était impossible de suivre une formation, un coach guérisseur. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, quand vous lisez les petits magazines d'énergie, de médecine énergétique, vous trouvez des tas d'annonces pour des formations, des colloques, etc. Donc oui, il y a vraiment un intérêt peut-être grandissant qui est peut-être lié aux transformations épidémiologiques de la société. Oui. Docteur Forget, vous pensez que en situation de souffrance aujourd'hui, vous, le médecin, le cartésien que vous êtes, vous pourriez faire appel à un guérisseur ? Donc en fait, il y a mon bureau et juste à côté, il y a une salle bien-être. Et donc là, j'ai aussi des gens qui viennent faire du Reiki, etc. Le Reiki, si à nouveau, on regarde l'evidence-based medicine, donc la science par l'évidence, en fait, une belle expérience, 160 patients. La moitié d'entre eux, en fait, vont avoir du vrai Reiki. Et l'autre, en fait, ils vont avoir le même cérémonial, mais ce sera du faux Reiki. Et ce sont des patients qui ont des douleurs neuropathiques. Le Reiki, peut-être juste en 2 mots pour ceux qui connaissent pas. Le Reiki, en gros, il parlera mieux que moi, c'est rééquilibrer aussi les énergies, donc sans apposition des mains. Donc on ne touche pas la personne et tout. Et donc on rééquilibre les énergies et ça donne un certain apaisement et tout. Et qu'est-ce qu'on voit en fait ? On voit, il faut le reconnaître, qu'il n'y a pas de différence. Donc le fait de faire du Reiki fantoche, on va dire, ou le fait de faire du vrai Reiki, c'est la même chose. Et donc clairement pas de bénéfice prouvé selon les critères scientifiques qu'on aime bien. Sauf que si en fait maintenant on regarde par exemple les douleurs neuropathiques, etc., qu'on leur donne à des gens toutes sortes de médicaments, en fait on arrive très mal à les soulager. Donc ces gens restent avec des douleurs et on leur propose du Reiki et réellement ça les aide. Et donc finalement, il n'y a pas de doute possible, selon le critère scientifique, le Reiki n'est pas valable. Ça, c'est certain. Mais à côté de ça, le but, c'est tout de même de soigner le patient. C'est pas pour ça qu'il n'est pas intéressant pour un médecin comme Exactement. vous. Mais donc ça veut dire, parce que vous n'avez pas encore répondu à la question, est-ce que vous feriez appel à un guérisseur ? Et donc oui, on le fait réellement. Oui, mais vous, pour moi. Vous personnellement. Alors là, je vais parler personnellement, du coup, puisque vous me posez la question. Donc une fois, en fait, je suis assez au bureau du travail, je m'étais fait opérer d'une hernie, et donc le lendemain, j'étais déjà au boulot, etc. J'en pouvais plus, j'étais crevé, etc. Et donc, je me dis, je vais essayer de me reposer, impossible, j'avais trop de choses qui me tournent à la tête. Et j'ai demandé à la brave dame, en fait, qui fait du Reiki, dit, tu saurais même pas me prendre, parce que là, moi, j'en peux plus. Et de fait, en fait, j'ai été, elle m'a aidé, et j'ai réellement senti un soulagement et tout. Mais voilà, mon être cartésien dit, c'est quoi ? J'ai quelqu'un de bienfaisant qui a veillé sur moi. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai, je pense que de fait, quand je vois les gens avec lesquels je travaille pour tout ça, il y a bien de fait une caractéristique, c'est que ce sont des gens vraiment qui font ça pour le bien d'autrui, quoi. Et ce sont des gens remarquables à ce niveau-là, oui. Le docteur Forget a beaucoup mentionné des études scientifiques et médicales. Sylvain Perriola, est-ce que vous souhaiteriez, vous, qu'il y en ait plus, en fait, qu'on puisse, de manière objective, si possible, dire à un moment donné, voilà, un patient, avant qu'il aille chez le magnétiseur ou avant qu'il vienne chez moi, il est comme ça, après il est comme ça. Est-ce qu'on manque en fait de données scientifiques pour légitimer, pour valider ce que vous faites ?
Oui, c'est vrai qu'on manque de faits et de données et ça aurait un double avantage. Le premier avantage, c'est que ça permet en effet de limiter les charlatans, c'est-à-dire on ne peut plus prétendre tout et n'importe quoi. Quand on a des études qui montrent en effet que ça a des effets sur le stress, que ça a des effets sur l'anxiété, que ça a des effets sur la cicatrisation, ça c'est les études américaines par exemple. Donc là, on peut prétendre que dans ces domaines, ça a une efficacité. Et puis l'autre possibilité, c'est que ça permet en effet de choisir une personne qui, dans le cadre d'un parcours de soins, comme vous l'avez très bien mentionné dans votre service, souhaite compléter en fait une approche conventionnelle, pourrait très bien faire appel donc à d'autres techniques pour lesquelles, en effet, on a prouvé qu'elles sont efficaces par rapport aux problèmes de santé qu'il ou elle a. Donc ça aurait ces doubles avantages par rapport entre guillemets les charlatans et aussi par rapport à cette médecine intégrative. Éliane Grandjean, est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait plus travailler main dans la main le monde médical conventionnel et des personnes comme vous? Est-ce que vous, par exemple, vous trouveriez intéressant que l'hôpital de Monsieur Forget puisse directement donner votre numéro de téléphone et que ce soit plus le tabou que c'est aujourd'hui? Oui, je pense, mais je comprends aussi que ça leur fasse peur aussi, parce que, comme on dit, il y a des gens qui font n'importe quoi et voilà, il ne faut pas faire croire non plus n'importe quoi aux personnes que vous aidez. Oui, on devrait travailler plus ensemble, mais je comprends que ça fasse peur à la médecine aussi. Vous utiliseriez ce mot de peur, docteur Forget? Vous pensez qu'il y a une peur de la médecine? Enfin, il y a peur des charlatans, certainement, mais qu'il y a une peur aussi par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et quelque part qui dépasse évidemment ce que vous avez appris sur les bancs de l'université? Donc, on nous renseigne toujours de devoir travailler selon ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire il faut que l'on puisse utiliser des traitements qui ont fait leurs preuves selon des méthodologies scientifiques. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut reconnaître, comme l'acupuncture ou quoi. Hein, donc là, il y a eu des études, comme je dis, randomisées, hein, acupuncture versus fausse acupuncture, on voit qu'il y a un bénéfice, etc. Et ça, clairement, quand on voit les recommandations internationales qui sont faites pour la prise en charge des patients, on peut suivre ça. Mais c'est vrai qu'au-delà, clairement, on est largement au-delà des recommandations. Hein, donc le Reiki, la réflexologie, ce n'est pas dans les recommandations, mais en pratique, on le fait déjà, quoi. Hein, et donc, je le fais à mon hôpital, certainement, et il y en a d'autres, parce qu'on voit que ça marche sur le patient. Il y a quand même une ouverture un peu plus grande aujourd'hui que par le passé, y compris en Belgique, où c'est pas nécessairement une tradition comme on l'a vu en Suisse. Olivier Schmitz, parmi tous les guérisseurs que vous avez côtoyés, est-ce qu'il y en a qui vous ont impressionné plus que d'autres? Ou est-ce qu'il y a... parce que vous avez expliqué les choses très, très rationnellement sur ce plateau, en disant qu'en effet, ça permettait aux gens d'utiliser certaines ressources, qu'il y avait ce contact qui se faisait. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous ont laissé quelques doutes dans l'esprit et que vous n'êtes pas parvenu à expliquer? Oui, alors j'aime bien dire que ce sont les coupeurs de feu qui, moi, m'ont le plus impressionné, pour avoir assisté à des séances au cours desquelles des enfants étaient amenés chez cette dame chez qui j'étais un peu par hasard, parce que c'est difficile en fait d'observer les guérisseurs à l'œuvre, parce qu'il faut appeler parfois une fois par semaine. Donc là, en l'occurrence, j'étais un peu par hasard chez elle. Donc une maman vient avec sa jeune fille, avec sa fille qui était tombée les deux mains sur un poil, on appelait ça des poils crapauds, je pense, des gros poils en fonte. Elle avait vraiment les mains très 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 laides, très très laides à voir. Et Gilberte, en question, a dit à sa maman « Mais t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut ». Et comme vous l'avez très bien expliqué aussi, elle a eu des gestes très rassurants. Elle a pris la jeune fille, elle a vraiment pris soin d'elle. Et en quelques minutes, je dirais, la jeune fille a arrêté de pleurer. Elle s'est mise dans un coin, elle a continué, et elle s'est mise à jouer avec des jouets. Avec des jouets qui étaient là dans le salon de la guérisseuse. Donc là, vraiment, ça m'a scié. Parce que moi, je me suis brûlé comme tout le monde, et je sais que quand on se brûle, on a mal longtemps, et la douleur ne disparaît pas comme ça. Or là, alors c'est vrai, un enfant, mais en même temps, un enfant est aussi, peut être, est un, comment dire...
c'est un bon client pour la suggestion, je dirais, à un enfant. Ouais. C'est pas parce que c'est un enfant que du coup la suggestion ne fonctionne pas sur lui. Ouais. Non, le bisou magique en est un bon exemple. Ça veut dire que vous feriez Oui, tout à appel, fait. vous aussi, à un guérisseur si vous étiez dans une situation délicate? Alors curieusement, moi je n'ai jamais fait appel à un guérisseur pour quoi que ce soit. Pourtant je souffre de divers petits maux, mais je ne l'ai jamais fait, non. Comme s'il y avait une espèce de barrière que je ne voulais pas franchir. Ça reste le boulet, oui, ça reste un objet d'étude. Oui, ce qui ne veut pas dire que je ne donne aucune caution à ce qu'ils font, mais tout simplement je ne l'ai jamais fait. Ouais. Je n'ai jamais eu recours à un guérisseur. Ce qui est important, c'est d'accepter, Hélène Grandjean, vous pensez cette part de mystère qui reste aussi. Est-ce qu'on veut trop expliquer les choses, à votre avis? Moi, personnellement, ça me dépasse et je n'essaye pas trop de comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Je le Et tant fais. mieux si ça marche. Je vois que ça fonctionne et je suis contente et je n'approfondis pas outre mesure, quoi. Vous êtes une guérisseuse pragmatique. Voilà. Ouais. Je me pose pas trop de questions. Vous espérez quand même ne pas être débordé au bout de la journée, parce que si tout le monde vous appelle et après cette émission, on va vous appeler encore plus. Non, ça me dérange vraiment pas, non. Honnêtement, non. Je sens que je fais du bien autour de moi et ça, c'est ma récompense. Ouais. Et surtout, je demande toujours qu'on me donne un suivi et tout le monde me répond. C'est très, très, très rare quand on ne me répond pas. Ouais. Ça, c'est mon remerciement, en fait. Pareil pour vous? Oui, tout à fait. C'est ma passion, en fait, c'est d'aider les autres, hein, tout simplement. C'est aider, c'est soulager la douleur. D'ailleurs, on le retrouve en Égypte ancienne. Hein, c'était très bien décrit le magnétisme. Hein, pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille. Donc il y a un geste et il y a une intention. Ouais. Voilà, à ce moment-là. Et une intention d'aller mieux du côté du patient, ça c'est mieux, ça aide évidemment dans ce processus qu'on a décrit ce soir. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus partager vos expériences respectives, votre vision de cette pratique des guérisseurs. Je vous souhaite une très agréable soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci à Valérie Derat qui a préparé ce débat et à toute l'équipe de Regard Sûr. Je vous retrouve très bientôt avec le plus grand plaisir et dès lundi prochain avec de nouveaux documentaires. Belle soirée.